Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, samedi 15 novembre, je suis en week-end chez mes parents à Rouen et nous allons avec ma mère acheter des gâteaux chez Vatelier pour ce midi. La jolie cathédrale de Rouen. Et le marché de Noël est déjà installé. Voilà la jolie pâtisserie Vatelier, rue Place des Carmes, qui fait des bons gâteaux. Moi, je suis pas sûre de la fermentation par rapport à tu veux les prendre. Je connais un blanc et fais-toi une. Je vais trouver un endroit, tu vas l'acheter. C'est juste pour la visite. Des brioches. Ah, ça c'est quoi? Ah, c'est des cakes. C'est des cakes, je pense. Que va-t-on prendre? Tout est appétissant. C'est madame. C'est bien ce ci qui te vient à Chalandais. Et ils font aussi des macarons. Donc au menu ce midi, du papa. Alors du l'échine de porc à l'échalote et au pruneau au four, cuisson lente, 120 degrés. Donc ça a cuit pendant Plus de 4 heures. plus de 4 heures au four. Voilà, on verra Avec après. de la bonne purée maison. Oui. Si ça se 3 peut. belles assiettes. Accompagnées de vin rouge Saint-Joseph ou de vin blanc Vin d'Alsace, Pinot Gris. Pinot Gris, il faut donner le cru. Légèrement liquoreux. Oui. Le porc cuisson lente était vraiment délicieux. Un régal. Mon papa est un très grand cuisinier. Ah mais Et pour le dessert, qu'est-ce qu'on a choisi? Donc, pure pistache, une perle. Ici, c'est chocolat fruit de la passion. Celui-là, il est au marron. Et framboise vanille. Les gâteaux de chez Vatelier sont toujours aussi raffinés et délicieux. C'est une très bonne pâtisserie de Rouen. Aujourd'hui, dimanche, au menu, un magnifique poulet rôti. Rôti. Par un Avec célèbre de la bonne rôtisseur. sauce. Accompagné de frites. Voilà, un magnifique poulet rôti avec des frites. On va se régaler. Après ce délicieux poulet frites, on a besoin d'éliminer un peu. Alors avec ma mère, on va se promener dans Rouen. Alors, on commence par la rue du Gros Horloge. Alors même que l'on entame la traversée de la rue, on arrive plus ou moins à deviner à distance ce qui sera le prochain centre d'attention de la visite. À la fois immanquable et symbolique, le Gros Horloge est plus que rattaché au passé médiéval de Rouen. Comme collé sur la façade de ce beffroi gothique du XIVe siècle, abritant les cloches municipales, le mécanisme d'horlogerie est l'un des plus anciens de France, avec un mouvement fabriqué en 1389. Bien que le fonctionnement ne soit plus mécanisé, comme c'était le cas à l'origine, les différentes faces du monument, au-dessus de l'arche,
sont des œuvres magistrales à part entière. Les cadrans de 2,50 m, tous deux habillés d'un soleil de feuilles d'or, sur fond bleu étoilé, nous donnent l'heure, grâce à une aiguille unique terminée par un agneau, rappelant le symbole de Rouen au XIIe siècle. Pour compléter ce tableau éclatant, un semainier, avec chaque jour sa divinité, et un globe, indiquant les différentes phases de la lune, seront d'autres détails tout autant agréables à chercher et à contempler. En passant d'un côté à l'autre, ne manquez pas non plus la finesse des reliefs religieux, recouvrant la voûte en pierre qui enjambe la rue. On parle beaucoup, mais au fond vous l'aurez compris, les surprises à l'approche de ce site, classé aux monuments historiques depuis 1862, ne manquent pas. Au-delà de son importance pour Rouen, le Grosse Horloge possède aussi sa véritable copie, dans la cathédrale Notre-Dame du Liban, à New York. Un bout d'ADN de la capitale normande, à plus de 5500 km, il fallait le faire. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'envers du décor, partagé entre la salle du cadran et les anciens appartements du gouverneur de l'horloge, sachez que c'est une visite tout à fait réalisable, à la seule condition de payer un ticket d'entrée. Nous passons devant la tour Saint-André, direction l'hôtel de Bourteroulde. Voilà, on commence à voir le porche. Trônant sur la charmante place de la Pucelle, l'hôtel de Bourteroulde est l'une des nombreuses pépites architecturales du centre historique roannais. Nous devons son existence à Guillaume de Leroux, seigneur de Bourteroulde, qui en le faisant construire à la fin du XVIe siècle, ne souhaite qu'une chose, posséder un hôtel en pierre digne de son rang. Et il s'y tient, en choisissant notamment un remarquable style Louis XII, sorte de trait d'union entre le gothique flamboyant et la première Renaissance, où l'ornementation fait preuve d'une sobriété délicate. À sa mort en 1520, c'est son fils aîné Guillaume III, qui reprend la relève des travaux, en apportant sa touche d'embellissement. Les plus beaux exemples de son intervention sont les deux ensembles sculptés, ornant l'intérieur de l'aile gauche, une fois passé l'arche d'entrée. Le premier, juste en dessous de la toiture, reprend les triomphes de Pétrarque. Soit une série de poèmes allégoriques, divisés en 6 chapitres, consacrés à la vie de l'homme, à travers l'amour, la chasteté, la mort, la renommée, le temps et l'éternité. Et le second, en contrebas des fenêtres, reproduit l'épisode du camp du Drap d'Or, tenu entre les communes d'Ardres et de Guînes. Il est question de cette faste entrevue, menée entre les rois François Ier de France et Henri VIII d'Angleterre, en juin 1520. Et par faste, entendez là, 18 jours de festivités d'un luxe inouï, où chacun des monarques a étalé sa fortune, afin de se faire élire à la tête du Saint-Empire. Au final, c'est Henri VIII qui a été élu à l'unanimité, et François Ier, lui, n'a gagné qu'un sérieux endettement. Classé aux monuments historiques en 1934, occupé par une banque jusqu'à fin 2006, l'hôtel de Bourteroulde est un établissement hôtelier haut de gamme, depuis 2010. À défaut de pouvoir vous payer une chambre 5 étoiles, ou de vous promener en peignoir claquette dans un superbe emblème historique, vous pourrez au moins vous vanter de connaître le passé et la raison d'être de ce lieu plutôt royal. Nous voilà au bout de la rue du Gros Horloge et il y a ici l'église moderne Sainte-Jeanne d'Arc. Élevée sur le lieu du martyre de Jeanne d'Arc depuis 1979, cette église ne ressemble nullement aux autres de la ville. Effectivement bien plus moderne à vue d'œil, le vaste monument sort du lot, grâce à un style architectural audacieux, contemporain, mais qui n'en est pas moins traditionnel. Difficile à croire, vous nous direz, et pourtant c'est bien vrai. À l'image de beaucoup d'édifices religieux normands, l'église Sainte-Jeanne d'Arc se présente sous la forme d'un bateau renversé, non sans rappeler l'aspect des bateaux vikings, appelés les dracars.
Une référence à la mer encore plus significative lorsque l'on se penche sur la composition, en ardoise et en cuivre du toit, qui nous donne l'impression que celui-ci est recouvert d'écailles. Si l'extérieur renoue avec l'héritage de la région, l'intérieur promet lui aussi une belle part d'histoire. Dans le mur nord de l'église, vous attendent 13 verrières du XVIe siècle, composées des vitraux d'une ancienne église rouennaise, détruite en 1944. Un esprit de récupération ingénieux, pour un site symbolique inscrit dans la liste des monuments historiques, depuis 2002. Le bûcher de Jeanne d'Arc. S'il y a une date que Rouen n'est pas prête d'oublier, c'est sûrement le 30 mai 1431. Et s'il y a un lieu auquel Rouen ne voudra jamais être séparé, c'est très certainement celui-ci. Faites la somme des deux, et alors vous voilà parti pour vibrer au pouls des dernières paroles, des derniers souffles de Jeanne d'Arc, figure marquante de l'histoire de France. Lâchement jugée par les Anglais, pour décrédibiliser la légitimité du roi Charles VII et la forcer à reconnaître ses péchés de sorcière, aux yeux de tous, la pucelle est injustement condamnée au bûcher, place du Vieux Marché. La plus vieille auberge de France, fondée en 1345. C'est l'auberge de la Couronne, c'est un restaurant. Le restaurant chez Marcel, sur la place du Vieux Marché. J'adore la décoration. Nous passons devant la maison de Pierre Corneille. Il est né en 1606, décédé en 1684. La boutique Culinarion qui vend des articles de cuisine avec une jolie vitrine. Bonhomme de pain d'épices et casse-noisette. C'est joli. Cette très belle réalisation architecturale, de style gothique flamboyant, caractérisée par cette ornementation en dentelle, est le Grand Palais de Justice de Rouen. Dressé sur les vestiges de l'ancien quartier juif de la ville, l'édifice connaît ses premières origines à la fin du XVe siècle, lorsque l'on fait construire son aile ouest, pour recevoir l'échiquier de Normandie. En d'autres termes, cette haute cour judiciaire et financière, composée de tous les notables de la province, qui sera ensuite transformée en parlement, sous le règne de François Ier. Sa taille, rapidement jugée trop petite, est améliorée avec l'ajout d'un bâtiment au fond de la cour vers 1508, que l'on désigne à ce moment-là de palais royal. Comme vous pouvez le constater, cette aile centrale a reçu une richesse décorative des plus extraordinaires. Au bout de la pente du toit, se superposent de grandes lucarnes, une balustrade hérissée de pinacles, des arcatures ajourées, et une compilation de statues, reprenant toutes les classes sociales de l'époque, telles que les moines, les seigneurs, ou encore les paysans. L'aile est du bâtiment, avec sa tour de l'horloge, est la toute dernière partie à avoir été construite, fin XIXe siècle. On peut voir les traces des bombardements des Alliés pendant la guerre de 39-45.
le square Verdrel et le musée des Beaux-Arts. Une fresque en hommage à Maurice Leblanc, celui qui a créé le personnage d'Arsène Lupin. Donc on voit deux visages, celui d'Arsène Lupin et celui de Maurice Leblanc. Voilà. Maurice Lupin, du coup. La rue Beauvoisine. On se dirige vers l'hôtel de ville. À côté de l'abbatiale Saint-Ouen, qui s'étire en hauteur, vous trouvez un édifice qui, lui, préfère s'étaler dans la longueur. À quoi avons-nous affaire? Eh bien, à l'actuel hôtel de ville de Rouen. Et nous insistons sur le terme actuel, car l'autorité municipale de la capitale normande a siégé à bien d'autres adresses locales avant d'atterrir ici. Une fois passé en revue ses dimensions imposantes, l'hôtel de ville de Rouen suscite l'interrogation quant à son infime proximité avec l'un des édifices religieux de la destination. En d'autres termes, les deux monuments se touchent. Rassurez-vous, c'est normal. Et voici l'explication qui le prouve. Lors de sa délocalisation à cet endroit de la ville, en mai 1800, l'hôtel de ville de Rouen est installé dans l'ancien dortoir des moines de l'abbatiale, désaffecté depuis une dizaine d'années déjà. Bien sûr, ce transfert ne se fait pas sans quelques métamorphoses, comme la création d'un vestibule d'honneur et d'un escalier central, vers 1825. Mais aussi l'aménagement de la place du Général de Gaulle, juste devant, au détriment d'une aile du lieu de culte voisin. Si la façade occidentale est reconstruite en style néo-gothique, au milieu des années 1800, la façade côté jardin, elle, a été conservée dans son état d'origine. Elle est même inscrite au titre des monuments historiques depuis 1948. Tout comme la statue équestre en bronze de Napoléon Ier, inaugurée le 15 août 1865, soit le jour de l'anniversaire de l'empereur. Pour la petite histoire, elle aurait été réalisée à partir de canons fondus, provenant de la bataille d'Austerlitz. Reconstruit en 1928, après un grave incendie, engendrant la disparition d'archives entreposées depuis 1800, et partiellement détruit par les bombes durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel de ville de Rouen n'a pas été épargné par les aléas du temps. Sur son parvis, figurent les 12 signes du zodiaque, symbole classique de la représentation du monde, parmi lesquels s'est glissé un léopard, animal figurant sur le drapeau normand. Une originalité parmi tant d'autres pour ce monument roannais, qui a le privilège d'avoir reçu un concert de Chopin en 1838, alors que le compositeur franco-polonais n'était pas friand des séances musicales en public. Ou lorsqu'il a également connu son heure de gloire à la télévision, en apparaissant dans une publicité pour la marque de dragées Tic Tac en 2012. Régulièrement prise à tort pour une cathédrale, avec ses mesures hors normes de plus de 130 mètres de long et 33 mètres de hauteur, l'abbatiale Saint-Ouen fut fondée vers l'an 750, à la place d'une grande église romane, détruite par un incendie. Bien que sa construction ait été étalée sur plus de 2 siècles, l'édifice présente une remarquable unité gothique rayonnante, que les bâtisseurs, pourtant successifs, ont su perpétuer en restant fidèles au projet initial. Aujourd'hui encerclé par les anciens jardins du couvent, le lieu de culte, autrefois l'un des plus puissants monastères bénédictins de Normandie, salue n'importe quel visiteur intéressé, dans un intérieur tout autant réussi et préservé. À noter aussi que le grand orgue, qui marque la fin de la nef, est l'un des plus enregistrés au monde. Autant de critères qui nous donnent envie de faire plus ample connaissance avec cet emblème roannais, classé monument historique depuis 1840 et très prochainement restauré, pour regagner un éclat digne des premiers temps d'existence. Elle vient d'être nettoyée, elle est magnifique. L'arrière n'a pas été nettoyé. Ouais. Le petit jardin. Petit passage aux toilettes à côté de l'abbatiale, comme d'habitude, pas de papier, pas de savon. Je ne sais même pas s'il y a de l'eau. Ah si, il y a de l'eau quand même.
on ne peut pas rentrer dans l'abbatiale puisqu'il y a un concert dans 20 minutes. Si à Rouen, il y a le fameux gros horloge qu'à peu près tout le monde connaît, sachez qu'une version plus mini et plus passe-partout peut être approchée. Pour cela, il suffit d'emprunter ce mystérieux passage, niché entre la rue des Faux et la rue Haut-de-Robec, qu'aucune pancarte n'indique. Oui, on a eu du mal Tout à trouver. doucement, au fil de notre traversée, la lumière réapparaît, une cour privée s'ouvre, et finalement là, dans un coin, un cadran quelque peu poussiéreux attire notre regard. Mais quelle est donc son histoire ? Il est dit que c'est le père de l'actuel propriétaire qui a fait ouvrir cette courette pour son usage personnel, ainsi que celui des autres résidents, en 1978. Et en tant qu'horloger de profession, l'individu a installé sur place l'une de ses réalisations, vers 1982. Charmante curiosité, plutôt que véritable adresse historique à part entière, le passage et son attraction n'ont de cesse d'intriguer toutes celles et ceux qui croisent leur route. Surtout qu'ici, à l'abri des regards, le temps semble s'être figé pour de bon. Et ce ne sont certainement pas les aiguilles statiques de la petite horloge qui viendront attester le contraire. Une autre porte à passer pour sortir. Et on se retrouve le dimanche, oui, en semaine c'est ouvert. Et on se retrouve dans la rue Haut-de-Robec. Bon, il y a le musée de l'éducation. Oui, le musée de l'éducation. Très agréable à explorer à pied, Rouen comptabilise pas moins de 1200 rues, où vous pouvez très vite perdre votre chemin. Mais si la majorité d'entre elles se présentent comme la rue Haut-de-Robec, dans laquelle nous vous avons amené, ne plus être capable de se situer, paraît être un lointain problème. Bordée par de magnifiques façades à colombages en hauteur, et ce semblant de ruisseau à ses pieds, la rue Haut-de-Robec, met tout le monde d'accord. Les visiteurs qui s'y promènent, mais aussi les habitants, qui l'ont récemment sacrée plus belle rue de la ville, face à 31 autres concurrentes redoutables, comme la rue d'Amiette. Mais derrière cette atmosphère de vie de quartier et ce charme ancien fou, se décèle un témoignage précieux de l'histoire de Rouen et de son industrie textile. Anciennement traversée par la rivière Robec, de qui elle tire son nom, la rue Haut-de-Robec était autrefois le repère d'un grand nombre de drapiers et de teinturiers. Près de 16 moulins en fonctionnement jusqu'au 19e siècle, broyaient les plantes tinctoriales, en plus de moudre le blé de la région. Et tout ça, grâce à la force hydraulique du cours d'eau, qui coulait au pied des maisons. Vidoir des eaux usées, et bassin pour le lavage des mains des teinturiers en parallèle, le Robec avait la particularité de plusieurs fois changer de couleur, à cette époque. Du bleu, il passait au violet, voire au jaune. L'écrivain Gustave Flaubert raconta même ce phénomène dans son œuvre Madame Bovary, en utilisant ces termes. La rivière, qui fait de ce quartier comme une ignoble Venise, coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleu, entre ses ponts et ses grilles. Mis à part les eaux du Robec, les teinturiers signalaient aussi leur présence, à travers l'architecture des maisons à pans de bois qu'ils occupaient. Sous la plupart des toitures de la rue, s'observent encore des greniers à étentes, sorte d'avancées importantes du toit, ouvertes sur l'extérieur, au sein desquelles les artisans faisaient sécher leur production drapière. Il n'y a pas à dire, avec ces grandes pièces de toile suspendues dans le vide, faisant disparaître les façades, les teinturiers roannais donnaient à la vieille rue un aspect tout spécial. Entre l'enterrement du Robec au XXe siècle, depuis remplacé par ses bassins de fontaines, et la réhabilitation de la rue dans les années 1970, il vous faut aujourd'hui un peu d'imagination pour vous replonger dans ce décor. Mais qu'importe, le plaisir de la balade rue Haut-de-Robec, lui, demeure. Direction la rue d'Amiette. Voilà la rue d'Amiette. Arpenter le quartier Saint-Maclou, voilà le genre d'incontournable qui s'impose dans notre itinéraire de visite de la capitale normande. Tout bon Roannais qui se respecte vous encouragera même à le faire. Mais attention, pas de n'importe quelle manière. Il est préférable d'emprunter au moins une fois la rue d'Amiette, dont le charmant tracé en maison à pans de bois se dessine devant vous.
Sorte de colonne vertébrale du quartier historique dans lequel elle se situe, la rue Damiette, c'est autant de visages différents que de siècles traversés et de foules reçues. Si aujourd'hui elle dégage une certaine tranquillité et douceur de vivre, elle a longtemps été un endroit animé par des cafés populaires, au sein desquels la fréquentation n'était pas toujours honorable. Mais alors, qu'est-il arrivé à notre rue Damiette, pour qu'elle se retrouve à passer d'un extrême à l'autre? La réponse, une mutation sociologique. Dans les années 70, la rue, fraîchement intégrée au secteur piétonnier de Rouen, offre des possibilités d'installation, bien moins chères que dans les autres quartiers du centre. Une aubaine pour les particuliers, mais encore plus pour les commerçants et artisans locaux. Dès lors, les antiquaires vont être de plus en plus nombreux à venir s'établir dans la zone, qui, vous l'aurez compris, va rapidement adopter la rue Damiette comme axe principal. Bien que les vendeurs de meubles et de tableaux anciens se font plus rares depuis une trentaine d'années, Rouen possède encore l'une des plus importantes concentrations d'antiquaires, en comparaison à d'autres villes de même importance. Célèbre auprès de nombreux collectionneurs français et étrangers, la rue Damiette abrite encore bien des secrets au grand public. Le plus tenace concerne l'origine de son appellation. Parmi toutes les hypothèses qui ont été relevées, vous avez un hommage à une ancienne propriétaire de la rue, la prise de la ville de Damiette en Égypte, par le roi Louis IX, en 1249, ou bien cette histoire de frontière à cet endroit-ci de Rouen, dont l'étymologie latine, meta, aurait dérivé à Damiette. À ce sujet, le mystère reste entier, mais une chose est sûre, c'est que la rue Damiette ne manque pas de cachet. Et ce n'est pas le peintre impressionniste Camille Pissarro, venu l'immortaliser en 1884, qui viendra nous contredire. C'était très... Il y a des endroits où ils ont mis un peu de mais là, non, c'est dommage. L'église Saint-Maclou, ici. Une jolie place. À Rouen, la rue des Chanoines est l'un de ces petits passages discrets et charmants qui rendent la découverte des lieux encore plus pittoresques. À condition bien sûr de la situer. Ici, nous vous avons justement amené devant l'une de ces entrées. Biscornue à souhait, et parfois à peine plus large qu'1 mètre, cette enclave où règne le calme nous fait perdre nos repères spatio-temporels, avec ses maisons à colombage d'une autre époque et ses îlots privatifs verdoyants. Pour prendre part à cet endroit secret de la ville, autrefois emprunté par les clercs, en chemin pour la messe bi-quotidienne donnée à la cathédrale, il n'y a pas plus simple que de se lancer, se faufiler, se laisser transporter, et plonger dans cette atmosphère paisible, voire un brin confidentiel. Rue des Chanoines dans l'autre sens. Très jolie rue. Charmante ruelle. On est dans la rue Saint-Romain, c'est ça? Saint-Romain. Un joli salon de thé, des jolies portes.
la cathédrale. Notre-Dame de Chartres, de Paris, de Reims, d'Amiens, de Strasbourg, sont des noms de cathédrales bien connus en France. Mais avez-vous déjà entendu parler de Notre-Dame de Rouen? Si votre réponse est non, laissez-nous parfaire votre apprentissage sur celle qui fait battre le cœur de la ville depuis bien longtemps. Comme tout grand édifice de même nature, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, telle que vous la voyez aujourd'hui, ne s'est pas faite en un jour, ni en un mois, ni en un an, mais plutôt en 4 siècles. Sa construction, à l'emplacement d'un ancien lieu de culte roman du Xe siècle, débute vers 1145, avec l'élévation de la tour Saint-Romain, côté nord. Et 40 ans plus tard, on s'attaque aux grosses œuvres, avec un sens de progression précis, allant de la nef vers le chœur. Alors que les premières travées s'élèvent, la cathédrale en devenir et son quartier partent en fumée dans un terrible incendie. Ce qui aurait pu décourager la poursuite des travaux, va au contraire accélérer le processus de construction. Au fil du temps, plusieurs éléments d'ampleur font leur apparition et complètent la silhouette du monument. Vers 1204, la nef et le chœur sont achevés. Autour de 1270, on ajoute des chapelles sur les bas-côtés, ainsi que des vitraux. Et en 1247, la fin des travaux touche grossièrement à sa fin. Néanmoins, toute la partie de l'embellissement reste à faire. C'est au XIVe siècle qu'intervient la décoration de la façade principale, avec l'ajout de plus de 60 statues, représentant des évêques de Rouen, des apôtres ou encore des prophètes. Étirée sur 61 mètres, est la plus large de France. Notre-Dame de Paris, à côté, peine à atteindre les 44 mètres. Entre 1876 et 1880, le lieu de culte normand est fièrement le plus haut bâtiment du monde. Et tout ça, grâce à la flèche de sa tour-lanterne en fonte, qui culmine à 151 mètres de hauteur. Si d'autres prouesses architecturales lui ont bien évidemment volé la vedette depuis, elle demeure la plus haute cathédrale du pays, et l'une des plus hautes d'Europe. À quoi faut-il s'attendre? On vous répondra, à tout autant de trésors historiques et architecturaux. Sous la voûte, trône une sublime collection de vitraux, allant du XIIIe au XXe siècle. Les scruter, vous prendront bien quelques minutes, tant il y a de détails à saisir. Les sculptures de saints célèbres, les arcades voûtées, et l'élégant escalier des libraires, susciteront eux aussi, de l'intérêt à votre regard. Et que dire des sépultures d'anciens ducs de Normandie, et celle de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui en remembrance d'amour pour la Normandie, fit déposer son cœur dans la crypte de la cathédrale. Retiré du gisant, l'organe est désormais conservé, dans les réserves du musée des antiquités de la ville. Complexe dans son aventure et dans sa conception, mais parfaitement imparfaite dans ce qu'elle dégage, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, monument historique depuis 1862, a le mérite d'exister, et d'être reconnue dans le monde entier. Retour dans la rue du Gros Horloge et retour à la maison. La visite est terminée. On
n'a pas eu de pluie, on est contente. Ouais. Alors ici c'était un marchand de couleurs et c'est ici que Claude Monet, le peintre, venait acheter ses couleurs pour peindre la cathédrale qui est juste là. On rentre chez mon lacet qui se défait. Ah. Il doit être 17h30, il fait nuit. Ouais. Notre balade digestive est terminée, on a dû marcher 3,8 km. Fin du week-end, on est dimanche soir, je suis rentrée chez moi à Paris. Donc Rouen, c'est en Normandie, c'est à 1h25 de train, il y a 110 km je crois, depuis la gare Saint-Lazare. Voilà, donc j'ai passé un bon week-end, mes parents m'ont chouchouté comme d'habitude, mon père a cuisiné des bons petits plats, je me suis régalée et ma mère m'a aidé à faire des découpages pour ma classe. Voilà, à bientôt.